faire de la France après la victoire du Reich les plans nazis pour une reconfiguration économique du Westraum. Le Westraum, si je ne me trompe pas, ça veut dire l'espace occidental. On va essayer de ne pas multiplier les termes en allemand, ce qui n'est pas forcément utile d'ailleurs dans beaucoup de cas. Les historiens du nazisme en abusent et abusent parfois. Oui, c'est le micro. Malheureusement, j'ai peur que ce soit pas, et du coup, ça me permet de m'excuser immédiatement. J'ai peur que ce soit pas forcément le micro qui soit en cause, mais ma voix qui s'éteint d'un mal à la gorge. Je vous prie de m'en excuser, mais j'essaierai de la forcer pendant la demi-heure à venir. Merci pour votre accueil et merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Les excuses pour la voix, c'est fait. Vont suivre une deuxième série d'excuses, à savoir que, et c'est de bonne foi de le dire, je ne suis pas, par mon travail de thèse qui a porté sur la formation idéologique des militants nazis, je ne suis pas spécialiste du thème dont je vais vous parler aujourd'hui. Par conséquent, je vais vous présenter une vision synthétique de ces questions-là, basée sur l'historiographie très riche qui existe là-dessus, mais c'est correct de dire que je n'ai pas pratiqué de première main les archives qui directement documentent la politique française de l'Allemagne nazie entre 1933 et 1945. Ça n'empêche pas d'avoir quelques idées là-dessus. Les travaux très nombreux des historiens anglo-saxons, allemands, français permettent tout de même de s'en faire une idée que je vais essayer de vous présenter en 4 temps principaux, en commençant tout d'abord, puisque on ne comprendrait rien si on débutait tout en 1940 et si on débutait tout sur après la victoire du Reich, en commençant par quelques petites séries de remarques sur la vision de la France et les projets nazis, donc avant 1940, avant la période de la guerre. Premier point sur lequel il faut bien insister, la France, c'est dans la politique nationale-socialiste, la France est l'idée qui est celle qui sera toujours poursuivie par les nazis, de rabaisser la France à une position dominée, subalterne. La France, donc, c'est un moyen plutôt qu'une fin en soi. En effet, la fin réelle de la politique de conquête et de l'impérialisme nazi, la fin principale, c'est la conquête d'un vaste espace vital en Europe de l'Est. C'est cette Europe de l'Est qui est la cible d'une guerre économique, d'une guerre raciale avec la supériorité sur les populations slaves et d'une guerre politique avec la lutte contre l'Union soviétique. Et c'est cette Europe de l'Est que les nazis envisagent de coloniser en la vidant à terme de ses populations, de s'approprier afin de constituer donc cet espace vital, un grand bloc dans la continuité territoriale du territoire allemand, un grand bloc économiquement complémentaire, un réservoir de matières premières, tandis que l'Allemagne constitue un cœur industriel. Donc tout cela, c'est vraiment l'Est de l'Europe qui cristallise cette volonté conquérante nazie. Par rapport à cela, l'Europe de l'Ouest et la France occupent dans l'idéologie nazie. Alors il ne faut pas faire de cette idéologie et de ces projets, il ne faut pas en avoir une vision téléologique et monocausale, penser que c'est le seul déterminant de la politique du Troisième Reich. Ça en est néanmoins un important. Par rapport à cet Est de l'Europe, l'Europe de l'Ouest et la France occupent une position de second plan. Alors, position importante, puisque la France, dans l'ensemble de la littérature idéologique nazie et des projets politiques nazis, à commencer par Mein Kampf, justement, on en parlait, pour aller jusqu'au texte produit pendant la guerre. La France, c'est considéré comme l'ennemi héréditaire de l'Allemagne. La formule dans Mein Kampf, l'ennemi implacable de l'Allemagne. La France est et reste l'ennemi implacable de l'Allemagne, en raison évidemment de la Première Guerre mondiale, et puis en raison, là, Hitler et les nazis se lancent dans une relecture à long terme de l'histoire de l'Europe. On remonte jusqu'à la guerre de 30 ans, puis même très très loin encore, pour montrer qu'il y a toujours eu une puissance française qui a cherché à rabaisser la puissance allemande et à empêcher à l'Allemagne d'avoir l'hégémonie continentale. Donc c'est un ennemi géopolitique. C'est un ennemi
idéologique et raciale du point de vue nazi. La République française, c'est l'idéologie, une des variantes de ces idéologies universalistes, humanistes aux yeux des nazis, qui nient la distinction des races, qui font le lit du métissage, de la domination des juifs. Donc, la France, c'est bel et bien un ennemi important qu'il faudra combattre, mais je vous le disais tout à l'heure, un ennemi secondaire, dont la lutte, si vous voulez, est plutôt un moyen au service d'une fin qui est autre. En effet, c'est parce qu'il faut conquérir l'Europe de l'Est qu'il faut, en passant, éliminer la France, puisque la France est cette puissance qui n'autorisera jamais l'hégémonie allemande sur l'Europe de l'Est, et cette puissance liée aux États d'Europe de l'Est qui ont surgi après le traité de Versailles. Par conséquent, c'est, si vous voulez, une étape nécessaire dans la réalisation de la conquête de l'Est, plutôt qu'une fin en soi, que cette guerre contre la France et ce rabaissement de la France. Donc, c'est là, si vous voulez, l'horizon global qu'il faut garder en tête pour avoir en tête quel est le statut de la France dans la politique nationale-socialiste. Voilà, un pays qu'il faut vaincre, qu'il faut combattre, qu'il faut vaincre, qu'il faut dominer, mais qui n'est pas le cœur du projet conquérant nazi. Tout cela s'est fixé, en quelque sorte, ces horizons de pensée s'est fixé dès les origines du mouvement nazi, et à mon sens, ça ne changera pas réellement. Quelle est la stratégie et quelle est la politique française de l'Allemagne nazie dans les années 30, après 1933 ? En réalité, c'est assez simple. D'ailleurs, Hitler, dans certains de ses propos de table, le dira assez clairement. Hitler est bien conscient que, en réalité, la France aurait pu, en 1933, rapidement renverser son régime si elle avait voulu. L'Allemagne n'est absolument pas en mesure de s'opposer à une intervention française en 1933. Par conséquent, il faut éviter cela. Et il faut éviter cela en rassurant l'opinion française, en influençant l'opinion française. Différents avatars de cette stratégie tout au long des années 30. Il s'agit... on pourrait multiplier les exemples, qu'il s'agisse de l'interdiction tentée par Hitler justement de la publication de Mein Kampf en France, son traité idéologique dans lequel il a multiples propos anti-français très clairs quant à ses intentions politiques. Eh bien, il tente de l'interdire en France, ça c'est largement en vain, mais surtout il tente de rassurer l'opinion française. Cette première moitié des années 30 jusqu'en 1937 sont les années où Hitler s'affiche, fait mine tout en multipliant les coups de dé, la remilitarisation de la Rhénanie, etc. Mais fait quand même mine de s'afficher en homme de paix qui veut réviser de façon raisonnable le traité de Versailles. Donc, on va multiplier les exemples de cette stratégie qu'il déploie pour rassurer l'opinion française. L'une des plus célèbres, on peut le citer, c'est cette interview de 1936 à Bertrand de Jouvenel, dans lequel il explique justement, à propos de Mein Kampf et de ses écrits anti-français, que, bien sûr, mais tout cela a été publié en 1923 au moment de l'occupation de la Ruhr, donc évidemment, le contexte était très tendu, mais maintenant, tout ça, il y a l'eau à couler sous les ponts, et comme le dit Hitler, aujourd'hui, il n'y a plus de conflit, et c'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc il s'agit d'amadouer, de rassurer l'opinion française le temps qu'il faut pour l'Allemagne pour préparer sa guerre. En parallèle, l'Allemagne nazie n'hésite pas à développer, mais on en reparlera, et là on a des intervenants et intervenantes beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler, à développer une stratégie d'influence, pourrait-on dire, en France, s'appuyant sur des individus ou des groupements qui peuvent se faire de façon consciente ou inconsciente les vecteurs de la politique allemande, soit par pacifisme pour ceux qui sont inconscients, soit par sympathie idéologique ou intérêt bien compris. Donc c'est une série de noyautages du milieu des anciens combattants, par exemple, ou des milieux culturels. On multiplie les comités France-Allemagne pour essayer de séduire une partie de l'opinion et de la classe dirigeante française. Donc si vous voulez, voilà cette stratégie dans les années 30. Les choses s'accélèrent dans les années 1937, donc c'est, si vous voulez, à partir de la fin 37, début 38, que la politique nazie, politique extérieure,
prend de plus en plus le risque à très court terme d'une guerre, et donc au cours de ces années-là, les choses s'accélèrent. Hitler prend désormais le risque d'une guerre avec la France, dans laquelle il va se retrouver en 1939. Néanmoins, malgré donc ce statut, cette idée d'une guerre avec la France, malgré cette stratégie qui a permis de la préparer et de gagner du temps, le temps qu'elle survienne, est-ce qu'il y a, avant 1940, de véritables plans, une véritable vision opérationnelle nazie sur ce qu'il faut faire de la France? La plupart des historiens ne le pensent pas. Il suffit de voir pour cela les multiples projets d'armistice qui sont rédigés au printemps 40. Là, lorsque les événements s'accélèrent et que la victoire allemande en Europe de l'Ouest et puis sur la France devient de plus en plus rapide et de plus en plus concrète, là, on voit dans les différentes institutions nazies, les mémorandums, les plans divers et variés se multiplier, preuve que s'il y a bien une vision idéologique directrice, la réalité précise et opérationnelle de ce qu'il faut faire est beaucoup plus floue, relève largement de l'improvisation. Voilà pour cette première série de remarques. À partir de 1940, ce qu'il faut voir aussi pour bien comprendre la façon dont les nazis conçoivent ce qu'il faut faire de la France, c'est voir quels sont les acteurs en présence du côté allemand. Alors là, on pourrait résumer les choses, si vous voulez, en disant qu'il y a une incertitude cultivée en haut lieu par Hitler en premier chef, et cette incertitude sur la nature exacte du sort réservé à la France, ouvre la porte à la prolifération des initiatives politiques et la prolifération des plans par les différentes institutions nazies, mais aussi différents acteurs allemands, non étatiques, les industriels allemands, on en reparlera. Donc, incertitude, je vous le disais, ou dissimulation des fins ultimes du point de vue le plus haut placé du pouvoir. La vision fondamentale de l'élimination de la puissance française, du ravalement de la France à un rang subalterne, évidemment, demeure. Il suffit de citer quelques phrases de Goebbels, par exemple, en juillet 1940. À l'avenir, dit-il, la France jouera en Europe le rôle d'une Suisse agrandie, deviendra un pays de tourisme pouvant éventuellement assurer certaines productions dans le domaine de la mode. Donc, là, il est bien clair qu'on est dans la droite ligne. Bon, par ailleurs, toute coïncidence avec la situation à laquelle a conduit une politique différente, mais qui présente certaines continuités paradoxales, mais toute coïncidence est fortuite, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, la vision donc de ce ravalement au second plan de la puissance française, donc clairement demeure, est encore là, mais le flou dans les déclarations publiques est volontairement cultivé. Goebbels le dit par exemple, là je prie Goebbels parce que c'est pas mal puisqu'il donne régulièrement des consignes à la presse allemande sur la manière dont présenter les choses. Goebbels le dit dans une de ses consignes justement en août 1940, là la formule est assez saisissante. Si on vous demande quelle conception nous avons de la nouvelle Europe, nous devons répondre que nous n'en savons rien. Bien sûr, nous avons quelques idées à ce propos, mais si nous mettions des mots sur celle-ci, cela nous susciterait davantage d'ennemis. Aujourd'hui, nous parlons d'espace vital, chacun peut l'interpréter à sa manière. Quand l'heure viendra, nous saurons parfaitement ce que nous voulons. Donc, il y avait bien une idée directrice, mais on se réserve en haut lieu, à la tête sommet du Troisième Reich, on se réserve la possibilité de cultiver le flou, de laisser la porte ouverte. Alors, pourquoi ? Deux raisons, deux interprétations possibles, peut-être pas nécessairement contradictoires. Une réelle incertitude, en effet, probable que sur beaucoup de points, les idées, il y a bien une ligne directrice, mais les idées précises de Hitler lui-même ne sont pas définitivement arrêtées. Surtout, ce flou, évidemment, a une fonction de dissimulation stratégique. La phrase de Goebbels la résume bien les choses. Elle n'avait aucun intérêt à jouer carte sur table, à dévoiler votre politique, ce qui risquerait d'aliéner une série d'acteurs. A contrario, cultiver le flou permet de susciter la collaboration en faisant miroiter différentes perspectives aux collaborateurs, eux-mêmes soucieux de se tailler une place dans ce prétendu ordre nouveau allemand dont on ne sait pas très bien ce qui sera, et donc vous ouvrez la porte
la possibilité de voir des gens converger vers vous en ne découvrant pas ou en ne sortant de l'ambiguïté qu'à vos dépens, comme disait un ancien président français, qui d'ailleurs occupait une certaine place à cette époque aussi. Par ailleurs, cette dissimulation, ça relève peut-être aussi d'une interprétation là, interne au régime nazi. Cette relative dissimulation est aussi une façon de gouverner que les nazis, qu'Hitler lui-même emploie dans beaucoup de domaines. En effet, en ne précisant pas trop vos intentions, vous laissez les différents acteurs au sein du régime rivaliser, jouer la surenchère pour interpréter ses volontés. Donc pour toutes ces raisons-là, vous avez certains flous en haut lieu. Le statut même de la France sous domination allemande à partir de 1940 traduit assez ce flou dans la mesure où c'est un statut assez hybride. Volontairement, il n'y a pas de traité de paix. L'armistice laisse un champ d'action beaucoup plus large et flexible. Vous pouvez ainsi, à partir de cet état d'armistice, peser sur la politique intérieure française en soumettant les conditions d'un éventuel traité de paix à la collaboration. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus avantageux que c'est pas du tout contraignant l'armistice. La convention d'armistice est allègrement violée sur bien des points par l'occupant allemand. Le territoire français lui-même, est fractionné, soumis à des statuts hybrides, ce qui reflète bien ce flou relatif. La France en elle-même n'est ni directement annexée, ni administrée, ni un satellite. C'est un peu tout cela à la fois. Il y avait une zone occupée avec un gouvernement à souveraineté plus ou moins... non occupée, avec un gouvernement à souveraineté plus ou moins limitée. Une zone occupée où les prérogatives de l'administration militaire allemande s'exercent, des régions annexées de fait, là justement en violation de la convention d'armistice, annexées, intégrées au maillage territorial allemand, la Lorraine rejoint le Gau de Sarre-Palatinat, l'Alsace le Gau de Bade, et vous avez des gouvernements là totalement coupés de l'autorité, des départements rattachés au gouvernement militaire de Belgique, le Pas-de-Calais, le Nord, sans même parler de la zone d'occupation italienne. Vous voyez tout ça là, on est en 1940 là dans un état d'entre-deux qui reflète ce flou un peu des plans politiques à long terme. Également, ce flou relatif en haut lieu entraîne, je vous le disais tout à l'heure, la multiplication des instances responsables et des instances qui interviennent dans le statut de la France et dans le sort réservé à la France. Le régime nazi, les historiens le disent souvent, est une polycratie, il y a de multiples institutions rivales. C'est le cas également pour la politique d'occupation de la France. Le flou laissé au sommet ne fait qu'encourager les instances subordonnées à se lancer dans la concurrence et à rivaliser dans la planification, puisqu'il faut bien quand même mener une politique. Et d'autre part, la division du territoire français en différents statuts multiplie les acteurs responsables. Hitler lui-même, on a des propos d'Hitler d'ailleurs, cultive tout à fait cela, refuse toute concentration des pouvoirs dans ce qui est l'idée d'une Europe future. On se tromperait beaucoup en voyant dans le nazisme une pensée de l'État centralisé, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Un régime fonctionne souvent bien plutôt sur des délégations de pouvoir personnel à des responsables, sur une multiplication des statuts. Hitler le dit très bien, vous avez en 41-42, vous avez dans l'État nazi, notamment au ministère de l'Intérieur, des gens qui veulent essayer d'uniformiser, harmoniser les politiques d'occupation en Europe. Rien de tout cela, et d'ailleurs Hitler le dit très clairement, pas question d'un État monolithique où tout est dirigé dans un centre, il dit tout ça, l'Europe, on ne peut pas gouverner ça depuis Berlin, c'est absurde, dit-il, de vouloir appliquer les mêmes mesures en Norvège et de la Norvège à la Crimée, donc pas question de tout soumettre à un même régime d'occupation. Dès lors, les instances responsables se multiplient, évidemment le centre du pouvoir, et Hitler en tête joue un grand rôle, mais vous avez une prolifération d'institutions étatiques qui interviennent, elles-mêmes divisées entre elles, le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères, les responsables de l'économie, du plan de 4 ans. Vous avez des institutions qui relèvent du parti nazi, par exemple, en Alsace-Lorraine, annexé, vous avez les différents Gauleiter, celui du Palatinat et celui de Bade, qui administrent, donc vous avez là des acteurs qui relèvent du parti nazi. De même, la SS et son appareil policier, c'est une organisation avec des fonctions étatiques, mais en réalité qui relève du parti nazi.
À côté de ça, vous avez l'armée et l'administration militaire d'occupation. Et puis enfin, il ne faut pas négliger les forces économiques. Voilà, on glose beaucoup sur le totalitarisme. On peut penser tout ce qu'on veut de cette notion, que pour ma part, je rejette assez largement. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il y a un régime autoritaire que les forces économiques et sociales à l'œuvre ont disparu. Surtout pas sous le Troisième Reich, qui, soumet quand même les entreprises, les acteurs économiques allemands à un primat du politique, mais leur laisse largement libre cours, dans l'intérêt mutuel bien compris. Donc, là, évidemment, le patronat allemand, les banques allemandes existent encore et vont chercher, elles aussi, à tirer profit de la politique d'occupation en France pour jouer leur jeu. Donc, tout ça pour vous dire que derrière ces représentations générales du sort réservé à la France qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, après 1940, la porte reste ouverte à l'interaction de nombreux acteurs. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Deux choses, sur mes deux parties suivantes. Une première chose à dire, si vous voulez, c'est le caractère multiple et flou des visions de long terme. Ça demeurera toujours le cas. Une historienne allemande, j'aime bien cette formule, qui a étudié tout ça, les représentations de l'Europe nouvelle de différentes instances nazies, dit que c'est à mi-chemin entre l'utopie à prendre au sérieux, c'est-à-dire le véritable programme politique de long terme, et ce qui relève uniquement de la propagande et des déclarations. C'est pour ce qui est des visions de long terme. Voilà, quand différentes instances nazies parlent d'Europe nouvelle, de sort de la France ou que sais-je, c'est à entendre à la fois comme des grandes visions politiques de long terme, et puis aussi pour une large partie des choses qui sont là pour amuser la galerie, pour pour susciter la collaboration de certains et tenter de ne pas s'aliéner certains autres. Donc ces visions de long terme sont multiples et floues. Il y a une chose qui ressort assez clairement, c'est la partition politique de la France, le projet de redessiner les frontières. Cela étant lié, bien sûr, à des considérations stratégiques et économiques, mais ce n'est pas à négliger non plus dans le régime nazi. Il y a des conceptions idéologiques, ce qui relève du racialisme nazi. En effet, détruire les États-nations sont supposés ne pas correspondre aux frontières de distribution des ethnies, des races sur le territoire. C'est aussi une représentation assez prégnante chez les dirigeants nazis. Tout ça, en même temps, il faut bien dire que ce redécoupage des frontières, il suffit de penser au but de guerre de la Première Guerre mondiale, et voir là les continuités politiques. Ce redécoupage des frontières en fonction de considérations stratégiques, économiques, légitimées par des discours pseudo-raciaux sur l'origine germanique des Bourguignons, tout ça, c'est pas nouveau, ça se trouvait déjà chez les pan-germanistes en 1914-1915. En réalité, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Cette politique est esquissée, commence à être mise en œuvre, a commencé par l'annexion de fait immédiate de l'Alsace et de la Lorraine au Gau de Bade et au Gau de Sarre-Palatinat. On en parlait. 100 000 Lorrains expulsés, par exemple, et puis en Alsace, là je relisais ça hier soir, ça faisait beaucoup rire, sous la direction d'un Gauleiter assez incompétent comme beaucoup de responsables politiques nazis, en plein milieu de la guerre, on se chamaille pour savoir s'il faut rebaptiser les gens qui s'appellent Boulanger, Becker ou Boulanger, s'il faut germaniser les noms. Certains acteurs politiques nazis eux-mêmes faisant entendre que quand même il y a peut-être d'autres priorités que de parler de ça. Mais en tout cas, donc, cette politique de redécoupage des frontières commence donc à être mise en œuvre, et puis il y a des projets au-delà de ça, de redécoupage complet du territoire français, notamment déjà dès le printemps 40. Hitler a commandé à Wilhelm Stuckart, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, l'un de ceux par contre qui est assez compétent dans l'administration nazie, des projets pour redessiner les frontières. Donc globalement, il s'agit d'annexer la zone au nord d'une ligne allant de l'embouchure de la Somme à la frontière suisse, passant au nord du bassin parisien, en gros. C'est un peu ça le projet. Et il semble que, en effet, à long terme, cette vision est partagée par Hitler. Où tout cela, au-delà de l'annexion, dans quel cadre tout cela prend place ? Quelle est la place de la France ? Ce redécoupage
participe-t-il d'une réelle vision d'un ordre européen dans lequel la France aurait une place? Là, ce qu'il faut dire, on parlait tout à l'heure de la multiplicité des acteurs, c'est qu'en effet, là, on trouve kyrielle de mémorandums, kyrielle de plans dans les archives du Troisième Reich, et là-dessus, on peut dégager, en quelque sorte, je dirais, trois pôles de réflexion, si vous voulez. Il y a le pôle économique, le pôle de réflexion économique, notamment autour du ministère de l'économie, de Walter Funk, ancien journaliste économique, devenu ministre de l'économie du Troisième Reich, qui déjà en 1940, avec derrière lui une multitude de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des think tanks, ça fait joli de dire en anglais, des laboratoires d'idées, ou des pépinières, comme dirait le président actuel. Derrière tout cela, donc, il y a ce pôle de réflexion économique. Outre ces laboratoires d'idées, on ne se gêne pas aussi pour consulter les intérêts industriels et les élites dirigeantes des pays occupés. Tout cela, donc, reprend des idées tout à fait, pas du tout spécifiquement nazies, tout à fait précédentes, et qui d'ailleurs continueront à suivre leur destin après 1945, à savoir l'idée que la division politique du continent est une aberration sur le plan économique et qu'il convient de mettre en place une politique d'intégration économique constituant un bloc européen à même de rivaliser avec les autres grandes puissances continentales, commencer par les États-Unis. Donc là, il y a foultitude de réflexions sur la suppression des tarifs douaniers à l'intérieur, l'unification du système des brevets, voire l'union économique et monétaire, foultitude de réflexions là-dessus dans les cercles dirigeants du Troisième Reich. D'ailleurs, certains de leurs auteurs pourront recaser ça au service d'autres maîtres par la suite. Donc vous avez ce pôle économique. Vous avez un pôle de réflexion politique, notamment autour d'une revue, parce que certains hiérarques nazis qui se piquent de réflexion théorique en viennent à fonder des revues aussi pour expliciter leur conception, notamment autour de Wilhelm Stuckart, au ministère de l'Intérieur, dont on a parlé, puis de Werner Best, ancien haut responsable de l'ASS, qui là travaille à ce moment-là dans l'administration militaire en France, notamment. Qui publie à partir de 1941 là toute une revue, Reich, Volksordnung, Lebensraum, donc empire, ordre ethnique et espace vital, on pourrait traduire ça comme ça, qui réfléchit à la manière d'articuler les modes de gestion, si vous voulez, les modes d'administration par l'Allemagne des différents territoires conquis. Alors notamment Werner Best, si vous voulez, explique que pour gouverner l'Europe, il y a 4 types d'administration différentes, 4 façons différentes d'administrer. Vous avez le niveau associatif et informel, c'est-à-dire c'est comme à l'instar de ce qui se pratique au Danemark, on laisse très largement en place le pays. Vous avez le niveau de la supervision, là justement la France est citée comme exemple, c'est-à-dire là on regarde quand même les choses d'un petit peu plus près, mais on laisse également en place un État. Vous avez ensuite le niveau de la direction. Là, il cite en exemple le protectorat de Bohême-Moravie, notamment. Et puis, vous avez en 4e niveau, là, si vous voulez, on part du plus léger au plus lourd. Vous avez un 4e niveau, ou du au plus intense, le niveau colonial. Ça, c'est la Pologne annexée, occupée, là, qu'il faut gérer, disent les nazis, tout à fait comme un territoire colonial. Donc, vous voyez là-dedans, dans cette réflexion politique avec différents niveaux sur les différents niveaux d'intervention allemande dans le futur des territoires, la France est au niveau de la supervision. Vous constaterez d'ailleurs que le Danemark est au niveau associatif, donc c'est globalement l'Europe de l'Ouest qui, et on en revient à ce qu'on disait tout au début sur cette différence nazie entre l'Est et l'Ouest, globalement l'Europe de l'Ouest dans lequel on peut tout à fait laisser une mosaïque d'États satellites sans qu'il soit question nécessairement de tout annexer, de tout ratiboiser, comme en Europe de l'Est. Enfin, vous avez là un pôle, donc je vous ai parlé d'un pôle économique, un pôle politique de réflexion, peut-être un pôle plus idéologique. Là, c'est ce qu'on trouve notamment directement au sein de la SS, là où vous avez de grands discours sur la
qui vont même au-delà de ce que pense Hitler, puisque Hitler, globalement, tout ça, c'est interpréter des déclarations et des documents dont je vous le dis, qui sont à mi-chemin entre la déclaration idéologique, la déclaration de propagande et la planification politique, mais globalement, Hitler est plutôt dans une vision d'annexion directement par l'Allemagne d'un noyau de territoire. Les idéologues de la SS, là, eux, notamment alimentés par leur vision raciale, transnationale, je vous l'ai dit, il y a des peuples germaniques aux Pays-Bas, en Europe du Nord, il faut redessiner toutes les frontières en fonction de ça. N'hésite pas là à aller au-delà de l'annexion directe à l'Allemagne pour parler d'un empire germanique dans lequel on annexe toute une partie de l'Europe du Nord. Là, tout cela, tout de même relativement flou, notamment sur la manière dont tout cela doit être géré. Est-ce que tout cela deviendra une véritable unité ou une confédération? Là, en réalité, personne n'en sait trop rien. D'autant que, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui le savent et qui savent où ils vont, il ne s'agit pas de découvrir ces cartes pour ne pas s'aliéner la bonne volonté des collaborateurs. Cette vision de long terme, multiple et floue, ce qu'il convient de dire pour en finir, c'est qu'aussi elles sont très largement entravées et en réalité pas très opératoires dans la conduite de la politique nazie entre 1940 et 1944, au moment de l'occupation. Ceux des nazis qui se piquent de réflexion théorique et qui se piquent de prendre tout ça au sérieux, il y en a beaucoup. Alors là, ça pour le coup, j'en ai rencontré directement dans mes archives, dans ma thèse. N'hésitent pas eux-mêmes en 1943 à dire ça plus ou moins à couvert et à fleuret moucheté, mais que quand même ça a foiré. Tout ça, c'est plus tellement à l'ordre du jour. En effet, la mise en place de cette vision d'un ordre nouveau européen est entravée par de multiples handicaps. Tout d'abord, la plupart de ces visions, en réalité, ne laissent pas grande place à ce qui permet de les légitimer aux yeux des peuples dominés. On ne sait pas très bien ce que c'est censé apporter à la grande masse des populations européennes que d'être intégré à cette Europe sous domination allemande. C'est peut-être dans le pôle économique, dans les documents à nature économique dont je vous parlais, que ça est le plus développé, dans la mesure où tout cela, bien sûr, est censé être pour la plus grande prospérité générale. Mais par ailleurs, lorsqu'on se met à divaguer sur un grand Reich germanique annexant les Pays-Bas, on ne comprend pas très bien pourquoi ou ce que la population néerlandaise ou la population du nord de la France aurait à gagner à tout cela. Donc ça manque de caractère séduisant pour la grande masse des populations. D'autre part, cette idée d'une nouvelle Europe dans laquelle la France trouverait sa place, est entravée en réalité par le nationalisme étroit de la plupart des dirigeants nazis. Et ça, c'est très clair. Même lorsque certaines fois les administrations nazies se piquent de mettre tout cela en œuvre, ça se heurte toujours à l'absence de cadre, de personnel dirigeant compétent et qui prendrait autre chose en compte que le strict intérêt de l'Allemagne. Alors là, pour s'écarter un petit peu du sujet, pour donner une anecdote pour illustrer cela, dans la SS, moi que j'ai bien étudié, notamment, il y avait toute cette idéologie d'incorporer, parce qu'on a besoin de chair à canon, tout simplement, d'incorporer les minorités germanophones d'Europe centrale. Ils prennent ça tout à fait au sérieux, il s'agit de mettre tout ça en pratique, mais lorsque vous ouvrez aux archives, vous trouvez kyrielle d'ordre de la hiérarchie de la SS à ces petits cadres, tout cela descendant jusqu'au sergent instructeur, en disant, écoutez, c'est très embêtant, si vous pouviez, s'il vous plaît, ne pas traiter les germanophones de Hongrie, de gitans et de métèques, parce que c'est quand même pas assez mal considéré en Hongrie, traiter les gens comme du poisson pourri, comme ça, ce sont vos frères allemands, etc. Mais vous voyez, même lorsque une institution nazie se pique de mettre ça dans la pratique, ça passe assez mal dans la mesure où ça a du mal à se traduire, dans la mesure où la plupart des cadres sont essentiellement des nationalistes allemands étroits. Par ailleurs, autre facteur qui contribue à l'échec de tout cela, Hitler lui-même fait de multiples déclarations, lui aussi sur l'Europe nouvelle, mais je vous l'ai dit, on en revient toujours au flou, ne
prend jamais réellement position et de façon déterminante pour aucune d'entre elles. Vous avez notamment ces planifications du ministère de l'économie sous Walter Funk, dont je vous ai parlé, et bien déjà en 1940, lorsque le ministre fait le grand discours sur tout cela, sur cette nouvel ordre économique de l'Europe, et bien après arrivent quand même des instructions d'en haut pour dire halte là, les grandes déclarations publiques trop précises, comme ça, on va essayer d'éviter. Donc, tout cet ensemble de facteurs contribue à faire très largement s'ensabler ces grandes visions d'avenir, à faire que ce n'est pas vraiment ça qui est déterminant dans la politique allemande, et surtout, et j'en viendrai comme ça à ma dernière partie, ce qui plombe tout cela, évidemment, c'est la réalité de l'occupation allemande et de la domination allemande, de l'exploitation brute et du pillage, ce qui rend tout à fait caduques les promesses propagandistes de nouvel ordre européen, de grandes idées nazies, de famille des peuples européens où tout le monde va bien s'entendre. Ça, dans les archives, là encore, je m'écarte, mais puisque je pense à mes propres archives, mais dans les archives internes de la SS, notamment, on voit bien cela, les officiers qui sont censés encadrer des troupes étrangères, je ne sais pas, moi, par exemple, des Lettons, écrivent des rapports pour dire, écoutez, c'est bien gentil de nous envoyer de la documentation sur l'Europe nouvelle, etc., mais bon, les gens qu'on a en face de nous, ils savent ce qui se passe en Lettonie, donc, si vous voulez, ils ne nous croient pas. Comment on fait? Donc, ça, c'est quand même un peu embêtant. Donc, au final, et j'en viendrai à ma quatrième partie, au final, donc ces grandes visions existent, nombreuses, mais leur statut est incertain, donc entre le programme politique, la déclaration idéologique, la déclaration propagandiste, quoi qu'il en soit, elles ne sont pas très opératoires dans la conduite de la politique allemande, et ce sera ma dernière partie, ce qui conduit en réalité la politique allemande vis-à-vis de la France et la ligne directrice sur ce qu'il convient de faire de la France, parce que c'est le titre de ce cours exposé. En réalité, ce qui compte, c'est le primat du court terme. Alors, le primat du court terme, qu'est-ce que c'est? Première chose, c'est, je dirais, bon, je n'aime pas ce mot qui est en général utilisé par des gens que je n'aime pas trop politiquement, mais là, justement, après tout, on peut très bien l'employer pour les nazis, c'est le pragmatisme politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le pragmatisme politique? C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, il convient de se ménager, puisque c'est beaucoup plus fonctionnel pour l'occupation allemande, au lieu de se lancer dans l'immédiat dans de grands projets de refonte des frontières de la France, etc. Il convient de se ménager un gouvernement et des forces de collaboration. Ça permet d'économiser les efforts d'occupation, et d'économiser tout simplement la répartition des troupes nécessaires sur le territoire pour contrôler tout cela. Ça d'ailleurs, des responsables nazis, y compris de l'administration militaire en France, le disent très bien. Ils disent, attention, si on n'a pas des forces de collaboration et un État fonctionnel en face de nous, ça coûtera singulièrement plus cher d'administrer tout cela. Donc il faut se ménager. Un gouvernement français reconnu à l'international, ne l'oublions pas, d'ailleurs jusqu'à une certaine date très longue, y compris par les États-Unis. Donc se ménager un gouvernement français qui décharge l'Allemagne du fardeau de l'administration directe et de l'occupation militaire totale, qui aussi, ça compte au moment de l'armistice en 1940, neutralise la flotte française, ne la fait pas passer dans le camp britannique, et qui... dans l'idéal, pensent certains nazis, en combattant à côté de l'Allemagne, mais au moins dans une situation de non-belligérance, maintiennent l'Empire français hors de l'influence des ennemis de l'Allemagne, donc à défaut de s'engager clairement aux côtés du Reich. Donc, si vous voulez, c'est tout cela qui détermine en réalité l'option préférentielle, pouvoir d'État de collaboration, reconnu des forces conservatrices, reconnues des élites économiques, donc tout à fait fonctionnelles, et il y a du point de vue de l'administration nazie, là d'ailleurs en France comme dans beaucoup d'autres pays occupés, nulle intention d'exporter un modèle politique en encourageant des forces politiques radicales, qui seraient évidemment beaucoup moins légitimes aux yeux de la population et aux yeux des élites, qui risqueraient aussi d'avoir leur propre agenda de revendication nationale, tout ça c'est pas très fonctionnel, du point de vue de l'occupation allemande. Ces forces plus radicales que le gouvernement de collaboration ne sont utiles, ces collaborationnistes, ils ne sont utiles que dans la mesure où ils peuvent être instrumentés par la politique allemande pour diviser les Français ou
comme recours lorsque les autres se débinent un peu. Bon, bah oui, évidemment, si on n'a plus, si je veux dire, bon, quand on n'aura plus l'aval, on pourra toujours utiliser des A, mais dans l'immédiat, ça ne sert pas à grand-chose. Autant avoir là un État fonctionnel. Ce pragmatisme politique, c'est aussi ce flou du discours dont on vient de parler, ça en participe, se ménager des ouvertures lorsque qu'on vient de faire semblant de lâcher un peu de l'Est, comme voilà, c'est pas un hasard si à partir de 43-44, c'est à ce moment-là que la propagande allemande là arrive avec tambours et trompettes sur l'Europe aussi, puisque là c'est le moment où il s'agit vraiment d'essayer de mobiliser encore plus qu'avant l'ensemble des forces des pays occupés au service de l'effort de guerre allemand. Donc tout cela a pour fin, ce pragmatisme politique a pour fin de permettre d'organiser de la façon la plus efficace et immédiate l'extraction économique au bénéfice de l'Allemagne. Comme le dit dans un télégramme en avril 1942 Otto Abetz, c'est assez clair, nous ne serions pas à même d'obtenir par des mesures de contrainte une partie seulement des résultats que nous garantit jusqu'à présent la coopération volontaire du gouvernement français. Donc, c'est assez clair, tout cela, à quoi ça sert ? Ça sert, et c'est la deuxième composante de ce primat du court-termisme, ça sert à l'exploitation économique. L'exploitation économique, loin des grandes réflexions de ministères et des mémorandums sur l'unification des tarifs douaniers et du système des brevets à l'échelle européenne, là, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de ce que Göring, plus haut responsable de la politique économique nazie, dit clairement dans une conférence à Berlin en 1942. Je m'époumonne pour affirmer que je considère au fond toute la France occupée par nous comme un pays conquis. Autrefois, on pillait. Celui qui avait conquis le pays disposait des richesses de ce pays. À présent, les choses se font de manière plus humaine. Quant à moi, je songe tout de même à piller, et rondement. Donc, voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Là, la traduction est de moi, mais je pense que c'est assez clair. De quoi il s'agit avec ce pillage ? Faire payer à la France le coût de l'occupation, faire vivre l'armée allemande sur le pays, ça c'est toujours la politique des nazis dans tous les pays occupés, pas question que ça coûte de l'argent à l'Allemagne que d'occuper ces pays-là. Deuxième chose, mettre l'économie française au service de l'effort de guerre allemand et du bien-être de la population allemande, ça, il ne faut pas oublier ça. Les nazis, des gens tout à fait sensibles au moral et à ce qu'on pourrait appeler l'opinion, même s'il n'y a pas d'opinion publique, mais à l'opinion des Allemands, pas question de voir se répéter les disettes, etc. de la Première Guerre mondiale. Donc partout dans tous les pays, il faut piller pour envoyer en Allemagne, pour que la population allemande puisse ne pas avoir à subir le coût de la guerre. Enfin, dernier objectif de tout cela, soumettre l'économie française au contrôle des entreprises allemandes, mettre la mainmise allemande sur l'économie française. Là, pour cela, de multiples instruments sont à disposition. Le pillage en nature, bon là, on pourrait multiplier les exemples. Là, bon, j'ai déjà trop parlé, donc je vais pas épiloguer, mais bon, disons que du tableau au wagon de chemin de fer, le pillage en nature est un outil extrêmement efficace. Le paiement de frais d'entretien, comme le dit la convention d'armistice, 400 à 500 millions par jour à peu près. Le commerce sous forme d'accord de clearing, dont il est inutile d'entrer là-dedans dans le détail, mais qui permet en gros à l'Allemagne d'importer gratuitement de France, on peut dire ça comme ça, en repoussant le paiement, en repoussant l'équilibre des balances commerciales respectives ad vitam aeternam, mais dans un terme où on compte ne jamais payer. Donc l'importation gratuite, l'exploitation de la main-d'œuvre, soit sur place par les contrats passés aux entreprises françaises, soit par la déportation de travail. Et puis, enfin, à ne pas négliger la surévaluation du mark, donc fixée à 20 francs pour un mark au lieu de 12 avant la guerre, ce qui donne aux soldats allemands le pouvoir d'achat, de pouvoir aller en permission en France et se remplir les poches à envoyer dans leur pays des bas de soie et des jambons, et qui
à l'échelle plus large, donne aux industriels et aux banques allemandes un outil crucial pour se ménager des prises de participation et voir la reprise d'entreprises françaises. Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai dit, sous la couche politique du Troisième Reich, le jeu des acteurs économiques, évidemment, n'a absolument pas disparu. Et lorsque c'est leur avantage, ces entreprises allemandes, évidemment, sont bien contentes d'utiliser cela pour se ruer à l'assaut de leurs rivales françaises et pour constituer ces cartels à l'échelle européenne. Alors là, on a, à travers l'aspect immédiat et court-termiste du pillage, peut-être un début de réalisation de cet ordre économique nouveau à l'échelle du continent qui est esquissé dans les mémorandums, de façon peut-être plus spontanée et moins organisée que ce n'est le cas dans les mémorandums, mais c'est effectivement, ça connaît là une première étape. La troisième composante de ce sort réservé à la France, donc entre ce pragmatisme politique, cette exploitation économique, la troisième composante, en réalité, qui va être la conséquence dernière de tout ça, c'est la répression, en effet. L'exploitation économique laissant le pays exsangue, conjuguée à l'absence de vision d'avenir réel sur la place occupée par la France et sur la légitimité que pourrait avoir la domination allemande, suscite pas sans susciter naturellement le malheur et le mécontentement montant de la majorité de la population française, ce qui entraîne, là nous plonge dans le cercle vicieux de la résistance, puis du tour de vis répressif qui suscite à son tour le cercle vicieux du point de vue allemand, évidemment, là moi je parle toujours du point de vue allemand, mais suscite le cercle vicieux du mécontentement, de la résistance, puis du tournevis répressif qui suscite une résistance plus forte encore et dont on ne sort plus jamais. Et en définitive, face à tout cela, le court-termisme finit par se résumer par la répression aveugle soutenant l'économie de pillage, ce qui, en quelque sorte, permet de dire à la fin que cette occupation, loin finalement d'avoir réalisé les visions pour ce qu'il convenait de faire de la France après, pour intégrer la France à un schéma cohérent, en fait, à travers cela, en quelque sorte, cette occupation allemande a sapé ses propres bases en suscitant, par son exploitation à court terme, en suscitant la résistance de la population, résistance dont il convient de dire évidemment, mais on va y venir immédiatement, qu'il s'agit des résistances de la partie dominée de la population, tandis que d'autres, certaines classes dirigeantes politico-économiques, vous l'avez compris, pouvaient très bien trouver sa place, elle, dans cette collaboration qui avait besoin d'elle. Merci.